Bonsoir à tous. D'abord, merci d'être venus jusqu'à nous. Bravo d'avoir bravé les grèves. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde dans cette pièce. On est impressionnés, donc bravo. Et bienvenue au Raise Lab. Aujourd'hui, c'est la première journée d'accélération des lauréats de Circular Challenge. Circular Challenge, qu'est-ce que c'est ? En deux leviers. Le premier, c'est un outil d'innovation pour détecter des startups innovantes et disruptives dans l'écosystème de l'économie circulaire. Et le deuxième levier, c'est d'accélérer ces startups qui ont été sélectionnées. Concrètement, en chiffres, Circular Challenge existe depuis 6 ans maintenant. On a détecté pas loin de 6000 solutions innovantes et disruptives dans plus de 98 pays. Et ce sont plus de 60 solutions qui ont été accompagnées, à savoir 10 par an, avec Circular Challenge. Concrètement, ça a donné lieu à plus de 600 mises en relation avec notre écosystème, plus de 418 millions d'euros levés par ces mêmes startups, et cette année, 8 lauréats qui sont parmi nous, enfin 4 qui sont parmi nous physiquement, parce qu'il y en a 4 qui ont été empêchés par les grèves, qui sont parmi nous pour cette journée d'accélération. Voilà pour Circular Challenge en quelques mots. Je cède la place et le floor à Clara, qui va animer avec brio ces échanges croisés sur l'économie circulaire, ses enjeux et l'enjeu législatif. Et je vous retrouve à l'issue de la conférence pour vous présenter les 4 lauréats de Circular Challenge Promotion 2023 qui sont parmi nous, que vous aurez l'occasion de rencontrer autour d'un verre. Merci à tous et très bonne conférence. Donc messieurs, aujourd'hui on est là pour discuter du rôle de l'Union européenne dans l'encouragement et l'accélération d'une économie circulaire et aussi d'une limitation des extractions de ressources. Ça fait le lien, Monsieur Pitron, avec votre présence aujourd'hui. Vous êtes journaliste, auteur, réalisateur de documentaires et notamment spécialisé dans la géopolitique des matières premières. Vous avez publié en 2018 un essai « La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique ». Et ça m'amène à ma première question. Quel lien on peut faire entre l'économie circulaire, donc qui rassemble aujourd'hui tout l'écosystème présent dans cette salle, et les enjeux de géopolitique de matières premières, de matières critiques, et plus récemment, et en lien avec le contexte, sur les tensions d'approvisionnement, sur les différentes ressources pour nos acteurs économiques. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Et d'habitude, je réponds à cette question en 3 heures. Il va falloir que je trouve une solution. Mais vous m'avez invité pour parler d'économie circulaire, pour parler de ce lien entre économie circulaire et tension dans un contexte géopolitique particulièrement tendu. Et vous m'avez invité aussi à mettre en regard, en miroir, l'enjeu des ressources qui sont au cœur de l'action de Citeo, avec la question des matériaux, notamment de la transition énergétique et numérique. Nous sommes dans un monde bas carbone. Le monde bas carbone est un monde haute ressource. En fait, il faut plus de ressources pour émettre moins de carbone. C'est comme un paradoxe. Il faut plus de métaux et de matériaux pour pouvoir justement fabriquer des technologies vertes qui ensuite permettent d'émettre moins de carbone. Et tout d'un coup, la transition énergétique nous met face à ce constat que nous sommes un peu comme des automobilistes au passage à niveau. Le train de la transition énergétique passe, mais il en cache un autre qui arrive derrière, c'est le train de la transition de l'économie circulaire. Et en fait, un monde plus vert ne peut pas être plus vert s'il n'est pas d'abord plus circulaire, parce que émettre moins de carbone, c'est bien, mais produire moins de matières premières, dont des métaux, pour pouvoir fabriquer les technologies d'un monde bas carbone, c'est tout aussi important. Et si on arrive à réaliser un monde vert, à le rendre réel, mais sans être capable de le rendre circulaire, en fait, on n'y arrivera pas. Et donc le véritable enjeu qui se cache derrière le monde plus vert, c'est un monde basse matière. Et en fait, c'est ça le véritable enjeu. Et le véritable enjeu des 30 prochaines années, c'est d'abord celui de parvenir à consommer moins de ressources à chaque étape de l'analyse de cycle de vie, de la vie, de tous les matériaux, depuis la mine jusqu'au recyclage. Donc voilà l'économie circulaire. Je rappelle que cette transition est également une transition numérique. Il n'y a pas de transition écologique sans numérique, sauf que, manque de chance, il faut beaucoup de matières premières pour faire du virtuel. Et quelquefois même, plus on virtualise, plus on matérialise, l'intensité de matière des technologies numériques est encore plus élevée que n'importe quel autre produit du quotidien. Il faut toujours davantage de ressources, avec un impact matière plus fort, à mesure que nous produisons les outils du quotidien qui nous permettent de basculer dans Internet,
ou bien demain peut-être, qui sait, dans le métavers. Et donc en fait, cette double transition est une transition profondément matérielle. Un chiffre qui doit vraiment nous interpeller, et qui a été produit il y a quelques années par l'Université de Grenoble, est un chiffre qui essaie de calculer l'ensemble des métaux et minéraux dont on aura besoin dans les 30 prochaines années pour mener cette transition. Et cette étude, qui date de 2015, qui pourrait être remise à jour, mais ça nous donne un ordre de grandeur, nous dit que dans les 30 prochaines années, nous allons consommer plus de métaux et de minéraux que tous les métaux et minéraux qu'on a consommés depuis 70 000 ans. Bon. Où est-ce qu'on va chercher ça? Où est-ce qu'on va chercher ces métaux et minéraux? Et tout d'un coup, on se rend compte qu'en fait, eh bien, ces métaux, on ne les produit pas nous-mêmes. Et que l'Europe est un continent, et la France, au cœur de l'Europe, est un pays qui finalement ne produisent quasiment pas de matières métalliques et minérales. Et tout le monde se réveille, et hier j'étais au Parlement britannique pour répondre à des questions d'une commission d'enquête parlementaire à Westminster sur ces questions-là, et les parlementaires étaient largués, parce qu'en fait, ils découvraient que les emplois détruits dans le monde thermo-industriel et qui allaient être recréés dans le monde vert, ces emplois verts, en fait, sont recréés, mais pas au même endroit. Ils sont recréés en Asie. Et ils sont recréés en Asie parce que l'Asie produit les ressources et que du coup, elle peut produire les technologies. Et nous, où est-ce qu'on va chercher ces ressources? Donc tout d'un coup, on se réveille, on parle de diplomatie minérale, c'est-à-dire aller chercher les ressources chez les autres, diversifier nos approvisionnements avec des pays producteurs. On parle de rouvrir des mines dans nos contrées à nous pour pouvoir sécuriser nos approvisionnements. Et tout d'un coup, l'économie circulaire prend toute sa dimension. Ah oui, mais si jamais on est capable d'aller chercher les réservoirs de matériaux disponibles, de les localiser, de les géolocaliser, mais également de développer des boucles courtes ou des boucles longues, de développer de l'écologie territoriale, industrielle et territoriale, de sorte que, nous dit le règlement Raw Materials Act, qui vient d'être proposé par la Commission européenne la semaine dernière, et qui nous dit qu'à l'horizon 2030, l'Europe doit recycler 15% des métaux et minéraux qu'elle consomme, donc dans 7 ans, c'est quand même assez rapide, et bien en fait, on comprend que cet objectif doit être lu à l'aune de ce monde en tension, dans lequel on va devoir extraire toujours davantage de matières que nous ne produisons pas, et l'économie circulaire peut permettre cette souveraineté, cette autonomie stratégique qui nous manque déjà. C'est une source additionnelle d'approvisionnement en matière stratégique pour pouvoir rester souverain dans ce monde en tension. Merci beaucoup. Jean Ornin, donc directeur général de Citeo, qu'est-ce que ces réflexions peut-être à quoi elles conduisent quand on parle du secteur des emballages et des papiers qui nous intéresse aujourd'hui? On a beaucoup parlé depuis 30 ans de recyclage. On a construit une filière. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et au regard de ces enjeux, quelles sont les perspectives? Oui, en fait, en écoutant Guillaume, nous, on est monté directement dans le deuxième train. Finalement, on a démarré avec le deuxième train, celui de l'économie circulaire, avec un objectif qui est le recyclage de l'emballage dans le cadre de ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs. À vrai dire, quand ça a démarré, c'était plutôt gérer un déchet. Parce que finalement, on a dit aux gens qui mettaient sur le marché des produits avec des emballages, bah, vous allez avoir la responsabilité de la fin de vie de vos emballages. Il fallait gérer ce déchet. Et puis bon, la saison 2, ça a été... on va recycler ce déchet, on va en faire une ressource. Donc là, on est rentré dans une circularité de l'emballage ménager. Voilà. Aujourd'hui, on est un peu à la saison 3 dans laquelle on se dit l'usage unique a un peu ses limites. On a la réduction, le réemploi et le recyclage qui sont les 3 leviers de notre action. Mais finalement, ce qu'on voit qu'effectivement, ce qui a été créé dans le domaine de l'emballage ménager, au cours de ces 30 dernières années, c'est de la circularité. Aujourd'hui, le taux de recyclage de l'emballage ménager, c'est 72%. Alors, il y a mieux, on peut dire qu'il y a beaucoup de progrès à faire, mais en tout cas, ça existe. Quand on achète des bouteilles de verre, il y a à peu près 60% de calcin dedans. Donc, quand on prend du carton d'emballage, il y a une grosse partie d'intégration de matières recyclées. Il y a maintenant des obligations d'intégration de matières recyclées à l'intérieur d'un certain nombre d'emballages plastiques pour finalement tirer le marché. On a nous-mêmes ce qu'on appelle des éco-modulations, donc des bonus et des malus pour faciliter l'intégration de matières recyclées, donc le retour de la matière. Et au global, en matière de souveraineté, finalement, quand on prend le secteur de l'emballage ménager, on est aujourd'hui 85% de nos emballages ménagers sont effectivement recyclés sur le territoire français et 99% sur le territoire européen. Et
il y a peu d'export, en tout cas on n'exporte pas, et nous on milite en tout cas pour qu'on n'aille pas sur l'exportation de nos déchets et qu'on ait une économie circulaire qui finalement rende accessible la matière aux industriels en quantité et en qualité suffisante pour éviter de puiser dans les ressources naturelles. Et du coup, de ce point de vue-là, en tout cas, je pense qu'il y a un fonctionnement qui a été mis en œuvre et qui est positif. Ça ne règle pas tout, parce qu'on a des sujets, alors je ne sais pas si je vais un petit peu plus loin sur le fait que, en fait, ce qui pousse à un moment donné à la circularité et au fait qu'on évite de puiser dans les ressources naturelles, c'est quand même la réglementation. Et la réglementation vient quand même structurer tout ça. Et la réglementation, aujourd'hui, elle pousse, on le voit en France, où on a été les premiers à avoir des obligations d'intégration de matières recyclées dans nos emballages ménagers. La législation européenne est en train d'arriver en disant vous allez avoir des obligations d'intégration de matières recyclées, ce qui fait que finalement, ces obligations créent une demande sur de la matière recyclée et non plus sur de la matière vierge, voilà, pour essayer de créer ce marché qui évite de puiser dans les ressources naturelles. Alors, pour ce qui nous concerne, c'est de la matière fibreuse, du pétrole, du sable, en fait, toutes ces matières qui ne sont pas les mêmes que les métaux rares, mais c'est exactement la même problématique. Peut-être, Monsieur Pitron, est-ce que ces enjeux de circularité des emballages et des papiers, ils peuvent être mis en miroir des enjeux plutôt du côté des métaux rares et notamment appliqués au secteur des batteries et de l'électrification qui est en cours? Est-ce que ça amène des réflexions de votre côté? Et peut-être je poursuis ma question et Jean a commencé à en parler. Une fois que la réglementation est arrivée en proposant des objectifs chiffrés, c'est souvent la première étape. Elle propose des objectifs d'incorporation, elle propose des objectifs de réemploi. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut aller un cran plus loin? Est-ce que c'est ce que les acteurs économiques attendent de la réglementation? Et où est-ce qu'on en est peut-être au niveau européen? Alors, précisément, l'Union européenne commence à prendre à bras-le-corps cette question des matériaux et dans cet esprit d'économie circulaire, il y a notamment un règlement batterie qui a été tout récemment publié par la Commission européenne. Et dans ce règlement batterie, il est dit que d'ici 2030, je ressors le chiffre pour être sûr, mais 20% du cobalt, 10% du lithium et 12% du nickel devront être contenus à l'état recyclé dans les batteries. Donc précisément, on est non seulement... donc tout à l'heure, je disais qu'il faudra recycler 15% des matériaux d'ici 2030, mais la question de la réutilisation de ces matériaux est déjà posée par la Commission européenne, qui fixe cet objectif. Les batteries en 2030 devront contenir 10% de cobalt issu du recyclage, 20% du lithium et 12% du nickel. Donc on voit déjà que cet objectif-là est pris en compte. Et en 2035, ces chiffres sont encore portés un peu plus... les chiffres sont encore un peu plus élevés de façon à basculer. Bizarrement, on pourrait se dire, mais finalement, c'est peut-être pas beaucoup, 12% ou 10%, et puis ça va être amené à 15% d'ici 10 ou 15 ans. Et pourquoi est-ce que c'est pas si élevé que ça? Alors, il y a beaucoup de raisons à cela qui peuvent expliquer cette réalité, mais d'abord, c'est parce qu'il y a des défis spatiaux et temporels. D'abord, est-ce que la matière est disponible sur notre territoire? Je veux dire, c'est bien de dire on va faire ça, mais où est la matière? Est-ce qu'elle est disponible en France? Sachant que, comme vous le savez, certains métaux critiques, stratégiques, rares sont partis en Afrique, ils sont retrouvés au Ghana, dans une banlieue de la ville d'Accra. Ils sont partis dans des conteneurs estampillés matériel humanitaire ou matériel de seconde main en contravention avec la Convention de Bâle. Donc vous avez une fuite de déchets. Aujourd'hui, on considère que c'est des déchets. On ne voit pas la valeur derrière ces déchets et qui, du coup, finalement, ne rend pas disponible la matière secondaire pour son recyclage. Si demain, des États perçoivent la valeur toujours plus accrue de ces matériaux, eh bien, il pourrait y avoir une géopolitique non plus des matières primaires issues de la mine, mais des matières secondaires, avec des États. On voit notamment déjà ces premiers mouvements au Japon qui disent « mais moi, mes décharges, elles me servent à pouvoir refabriquer ensuite du matériel électronique, qui plus est, le Japon n'a pas 1 gramme de métaux dans son sous-sol. » Pas de chance pour... leur géologie est ainsi faite. Et du coup, je refuse d'exporter, non pas seulement ma matière primaire, mais ma matière secondaire. Donc, où en Europe, ou en France, plus précisément, irons-nous chercher une matière que les États ne veulent pas nous donner? Donc, il y a déjà ce défi
spatial. Et puis il y a un défi temporel. On veut recycler le lithium, on veut le mettre dans les nouvelles batteries. Très bien, mais où est-ce qu'il est le lithium aujourd'hui? Il est à l'état neuf dans des batteries de véhicules électriques neuves. Donc ça veut dire qu'il sera disponible au recyclage dans 15 ans. Le temps que votre voiture vive sa vie, pourvu qu'elle dure longtemps. Et peut-être d'ailleurs, entre-temps, enfin après coup, qu'on ait réutilisé la batterie pour stocker de l'électricité de façon stationnaire, et on mettra les batteries dans des parkings d'immeubles, et elles serviront à stocker l'électricité produite par les panneaux solaires de l'immeuble, et l'électricité sera rendue à l'immeuble pendant la nuit. Et donc elles dureront peut-être encore un peu plus longtemps. Mais ça veut dire que le matériau, il sera disponible dans 15 ou 20 ans. Donc nous sommes en 2023, on parle de 2053. En 2053, quelle sera notre consommation de lithium? Eh bien, l'Agence internationale de l'énergie nous l'affirme, qu'elle sera 40 fois au minimum supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ça veut dire que dans 20 ans, nous avons 40 fois plus de besoins et nous récupérons, à supposer qu'on récupère 100%, une matière à recycler, secondaire, qui est 40 fois inférieure à celle dont on a besoin. Et le différentiel, qu'est-ce qu'on fait? Ça s'appelle la mine, qu'on le veuille ou non. Et donc certes, vous voyez que l'économie circulaire est difficile à mettre en œuvre, parce qu'en fait, ça ne peut pas être une stratégie de court terme, c'est nécessairement une stratégie de long terme, de façon à ce que les matériaux soient toujours plus utilisés, soient toujours plus rendus à l'économie circulaire, mais ça nous projette avec des perspectives de 2050 ou 2060 pour commencer à avoir un ratio intéressant entre la matière première et la matière secondaire. Je pourrais en parler plus, mais c'est vous dire qu'il y a des objectifs, mais qui sont lents à mettre en œuvre, malgré tout l'ambition de la Commission européenne, qui est certes récente, mais qui quand même aujourd'hui est réelle, parce qu'il y a des impondérables spatio-temporels dont il faut prendre conscience. Peut-être, Jean, sur cet enjeu d'aller au-delà des objectifs chiffrés, justement, comment répondre à ces enjeux spatiaux, temporels, au niveau du secteur des emballages et des papiers. La Commission européenne, et on l'avait aussi vu à l'échelle nationale, on a déjà un cadre réglementaire, on a une trajectoire, on a une vision qui est donnée aux acteurs économiques. Est-ce qu'elle est suffisante et est-ce que les moyens sont rendus disponibles et de quel enjeu on parle, notamment sur la disponibilité en qualité et en quantité de matière sur le marché? Oui, alors peut-être déjà signaler que la différence peut-être entre l'emballage et les métaux rares, c'est que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais eu de problème d'approvisionnement. Finalement, le calcin, enfin le sable, le bois pour faire le carton, le pétrole pour faire le plastique, finalement, on ne s'est pas dit nous sommes dans une situation de rareté. On commence à l'apercevoir. On a eu quelques situations là où on voit bien que le carton d'emballage manquait, que le verre pour faire des bouteilles manquait, et qu'une des solutions, avant de répondre à la question, c'est aussi par rapport à l'usage unique, l'usage multiple. Et je sais qu'ici, il y a quelques acteurs de l'usage multiple, et donc je parle du réemploi et du fait qu'à un moment donné, on peut peut-être avoir des solutions qui s'éloignent simplement de l'usage unique, même si on arrive effectivement à très bien recycler ces matières. Après, tu as raison Clara, l'Europe, enfin la France et l'Europe, maintenant fixent des objectifs dans le domaine des emballages en disant, bon écoutez, maintenant vous allez devoir intégrer par obligation de la matière recyclée dans vos emballages, et en particulier sur le plastique. C'est une bonne chose, mais effectivement, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que bon, j'ai bien un objectif réglementaire. Mais aujourd'hui, quand on regarde d'ailleurs les coûts de l'énergie, il est beaucoup moins cher d'acheter une tonne de PET, du plastique vierge, en Chine. C'est la moitié du prix que d'acheter une tonne de PET recyclée sur le territoire français, européen. C'est le double. Quand on connaît les sujets d'inflation, de tout, du transport, des salaires, etc., finalement, on voit bien qu'on fixe un objectif, mais il n'y a pas le modèle économique ou l'incitation économique qui va avec. Et de ce point de vue, alors nous, j'ai dit tout à l'heure, on a des bonus et des malus, donc qui sont des incitations à la matière recyclée. Mais ça ne fait pas la différence. On a milité, nous, pour que dans le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui concerne d'autres matériaux, qui concerne les aciers, le ciment, le béton, etc., on intègre le plastique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on voulait, c'est dire, écoutez, il faut qu'on essaye de favoriser et d'inciter les acteurs à acheter du recyclé sur le territoire européen versus du vierge, ou même du recyclé en Chine, parce qu'en fait, c'est bien ça qu'on cherche à faire. Et donc, de ce point de vue-là, je pense, en tout cas, que l'Europe doit aller plus loin dans le fait de favoriser
la compétitivité de la matière recyclée par rapport à la matière vierge. Pas un sujet facile, parce que c'est un sujet qui touche à la liberté de commercer, à la liberté concurrentielle, mais néanmoins, vous ne pouvez pas d'un côté vous dire vous avez une obligation, et de l'autre, le marché fera le reste. En fait, ça n'existe pas. Vous avez une obligation, et écoutez, face à cette obligation, il faut des leviers. Dans les leviers aussi, il peut y avoir le fait que finalement, nous, on dit, les gens qui font de l'emballage, là, vous devez intégrer de la matière recyclée. C'est obligatoire, donc vous allez le faire. En revanche, on va peut-être vous donner un accès privilégié à la matière. Pourquoi ? Parce que finalement, si vous ne l'avez pas, vous allez être en concurrence sur le marché libre avec des acteurs qui vont pouvoir l'acheter bien plus cher. Et donc, je vous donne une obligation et en même temps, je vous empêche de pouvoir l'atteindre. Et si on arrivait à réguler donc le marché, c'est la même chose, on fait une régulation pour l'obligation, on fait une régulation pour l'accès au marché de la matière recyclée, de façon à ce que les acteurs qui sont dans cette obligation puissent l'exercer concrètement dans des conditions économiques qui sont soutenables pour leurs entreprises. Ça me fait réagir. En fait, vous êtes en train de nous dire que le plastique, c'est un business dans lequel l'occasion vaut plus cher que le neuf. Et plus cher à acheter que le neuf. C'est exactement ça. Malgré le fait que, finalement, Citeo, parce que finalement, c'est dans sa responsabilité, va soutenir la collecte, le tri du plastique pour son recyclage. Parce que sinon, ça vaudrait... Enfin, je veux dire, ça a une valeur qui est extrêmement négative. C'est des choses qui viennent de nos poubelles. Donc, nous, on paye à peu près 800 € la tonne de plastique à des collectivités locales pour vous puissiez avoir des bacs de tri, des centres de tri derrière qui puissent gérer. Et vous avez tout à fait raison. Malgré ça, il y a encore un différentiel de prix par rapport aux vierges. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le différentiel de prix, il peut venir aussi de l'obligation d'incorporation. En fait, vous avez une obligation, vous devez intégrer de la matière recyclée. Mais il n'y en a pas assez. Notre collecte est insuffisante. Et du coup, les prix explosent. Tout le monde veut de la matière recyclée. On a effectivement ce sujet où il faut créer les conditions pour augmenter la collecte et puis après, sur un plan économique, favoriser cette intégration. Je peux peut-être faire le parallèle avec les métaux, du coup. Ouais. Il y a des métaux qu'on recycle très bien. Alors, ce sont soit les grands métaux, soit les métaux précieux. Les grands métaux, il y a des effets de massification. Et puis en plus, ils sont utilisés de façon relativement simple. La coque de votre téléphone portable, c'est l'aluminium. Bon, je veux dire, comment ? La lucette. C'est relativement simple à recycler parce que le métal est pur, entre guillemets. Et donc, il y a des effets en plus de massification qui font qu'on fait des économies d'échelle à force de pouvoir faire converger des volumes importants. Et puis les métaux précieux, c'est-à-dire qu'il a toujours été intéressant, il sera probablement toujours intéressant de recycler de l'or. Personne n'a l'idée d'aller laisser de l'or traîner, sauf au fond d'un galion quelque part dans la Méditerranée. Mais sinon, on recycle l'or parce que, évidemment, quel que soit le coût du recyclage, il peut être élevé. Pour autant, il ne sera jamais aussi élevé que le prix, que le cours de l'or. Et puis après, il y a tous les autres métaux. Et alors, enfin, tous les autres métaux, en tout cas beaucoup d'autres, et on pourrait projeter un tableau de Mendeleïev qui nous indique toutes les ressources, tous les éléments de ce tableau, et qui nous indique qu'il y a des tas de métaux qu'on n'arrive pas à recycler pour les mêmes raisons. Parce que l'occasion vaut plus cher que le neuf. C'est par exemple le cas d'un bon nombre de petits métaux qui se trouvent dans votre téléphone portable. Et vous avez dans votre téléphone un aimant qui vous garde silencieux, parce qu'en fait vous l'avez mis en mode vibreur, et c'est votre aimant qui vibre en mode vibreur. Cet aimant, il fait la taille de l'onde de mon auriculaire, et il est fait à base de néodyme, de fer et de bore. Allez séparer le néodyme du fer et du bore en fin de vie de l'aimant. C'est aussi compliqué que de recycler de mayonnaise. Personne n'a eu l'idée de recycler de mayonnaise. On va pas séparer l'huile d'olive, de la moutarde, du sel, et dire je vais refaire une seconde mayonnaise à base des éléments de la première mayonnaise recyclée. Bon, de la même manière, en fait, ce sont des métaux que, faute de modèle économique et compte tenu de la complexité technologique du recyclage, finalement, on ne recycle pas. Et donc, on se retrouve avec ce même problème, qui est que, enfin, d'ailleurs, ces chiffres qui sont que, eh bien, aujourd'hui, on recycle quasiment pas de lithium, quasiment pas de terres rares, on recycle 30% du cobalt, ça c'est bien. Mais tous les petits métaux de la transition énergétique, gallium, indium, toutes les terres rares, tout ça ne sont pas recyclés.
Ce qui pose évidemment la question du modèle économique derrière. C'est-à-dire, je terminerai juste rapidement en indiquant que c'est l'objectif de la réglementation européenne que de faire en sorte que la pénalité à payer pour non-respect de l'obligation d'incorporation de matériaux issus du recyclage dans la batterie soit plus chère que le coût du matériau, que l'économie générée en allant plutôt vers du matériau primaire que secondaire. Et en fait, c'est une façon finalement de valoriser artificiellement la matière secondaire là où le marché n'est pas capable de le faire. Et heureusement, parce que s'il n'y avait pas cette réglementation-là, et on verra si elle est suivie des faits, si c'est un succès, on le saura dans quelques années, et bien en fait, le marché serait incapable d'organiser lui-même la valorisation du recyclage, de permettre la structuration de la filière. La filière, elle n'a pas de visibilité. Aujourd'hui, le lithium vaut 2 ou 3 fois moins cher que ce qu'il valait il y a encore 2 fois moins cher que ce qu'il valait il y a 3 mois. Et il y a 3 mois, il valait 3 fois plus cher que ce qu'il valait l'année dernière. Mais vous êtes un recycleur, comment vous faites? Comment vous projetez à l'avenir dans un secteur, dans un monde où finalement vous êtes dépendant du cours de la matière primaire pour pouvoir espérer être compétitif avec votre matière secondaire? Donc si le marché n'est pas là pour d'une certaine façon donner de la visibilité, rassurer, en fait on ne pourra pas recycler. Et j'ajoute juste un dernier point qui est aussi fascinant. Nous sommes dans un monde d'évolution technologique absolument fabuleuse. Et ça veut dire que personne ne sait pour quel usage précis on utilisera le lithium dans 10 ans. Déjà, les batteries essayent de se passer de lithium. Les Chinois commencent à vouloir aller vers le sodium, remplacer le lithium par du sodium. Et dans un monde de disruption permanente, eh bien finalement, c'est hyper difficile pour un recycleur de se dire « je vais mettre le paquet des dizaines, des centaines de millions d'euros pour pouvoir investir dans un procès de recyclage d'un matériau de lithium dont je ne suis même pas sûr qu'il sera utilisé dans 10 ou 15 ou 20 ans. » D'où la situation paradoxale que l'innovation, que la disruption, plus exactement, la disruption est un frein à l'innovation. Et dans un monde de trop grands changements, en fait, on ne peut plus innover dans le secteur du recyclage, en tout cas des matériaux, et c'est là que la puissance publique est indispensable pour redonner de la visibilité et de la stabilité. Ça, c'est une bonne idée, de la visibilité et de la stabilité. Non, ça me fait penser, en fait, parce que nous, vous savez qu'on a le sujet du... faut investir à fond sur le recyclage des plastiques, et nous, on pousse pour essayer d'avoir des solutions et des investisseurs. Et en même temps, tout devra avoir disparu d'ici à 2040. Bonne chance. En fait, et je pense que la visibilité et la stabilité, c'est parfois, et la gestion du long terme, est sans doute quelque chose parfois qui nous manque. C'est fixer des trajectoires, s'y tenir et y aller, quoi. Je trouve que c'est un sujet. Allez, pardon, continuer. Je ne pardonne pas du tout, mais du coup, je ne sais pas quelle part elle faire avec précisément le monde du plastique ou peut-être des emballages papier, mais j'entends dans le monde des métaux des industriels dire « je suis prêt à payer plus cher sur le long terme, mais pourvu que vous me garantissiez que j'ai mon approvisionnement ». Et donc ça, c'est quand même intéressant. Et donc c'est là que le récit de la stabilité peut avoir un impact. Récit, c'est le mot un peu de conclusion que j'allais apporter à cette discussion. Lorsqu'on a préparé cette table ronde, on a parlé justement de quel récit politique, en fait, quel récit de la souveraineté industrielle en France et en Europe, quel récit de la transition et de la transformation écologique appliquée notamment donc à notre secteur des emballages et des papiers, mais pas que. Quel serait peut-être le mot de conclusion? Qu'est-ce que la réglementation européenne peut faire pour participer à ce récit à la fois politique et économique? Et je vous laisse aussi la possibilité, exercice de prospective, si la Commission devait prendre une réglementation, quelle serait-elle pour répondre, si c'est possible, à ces sujets? Question facile. Bon. Alors, moi, il y a un sujet, c'est... alors là, pour qu'on est dans la prospective, c'est changer la façon dont on compte. Changer nos règles comptables. Que dans le prix des choses, il doit y avoir l'impact environnemental. Et que, finalement, on a souvent, on parle du capital financier. On a un autre capital, qui est le capital de la planète. Finalement, on récompense le capital financier, voilà, et en fait, le capital environnemental, je veux dire, il est gratuit, c'est-à-dire qu'on peut accumuler de la dette sans jamais la rembourser. En fait, donc je pense que l'évolution de nos règles comptables pour intégrer l'impact environnemental dans le compte d'exploitation des entreprises et que finalement, il y a un alignement total
des objectifs du chef d'entreprise qui se dit finalement, si je fais un truc dégueulasse, ça va être tellement cher dans mon compte que finalement, je vais agir. Je pense qu'en tout cas, je sais que c'est des sujets qui sont en cours, qui avancent, mais on voit bien que le thermomètre qui est le nôtre, quand on mesure nos activités, il doit changer. Parce qu'aujourd'hui, on a soit pour un pays avec on est juste sur le PNB, là, sur le produit national brut ou intérieur brut. Et donc, on a besoin de faire évoluer notre mesure de notre impact pour y intégrer de façon totale et l'aligner dans une économie l'impact environnemental pour qu'à un moment donné, tout soit aligné. Et ce serait donc le vœu que j'exercerais pour l'Europe, si jamais il devait être pionnier dans certains travaux. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que l'Europe est en train de faire ça, puisque vous avez la directive CSRD, si je prononce bien cet acronyme, qui, je crois, va rentrer en application en 2024 ou 2025, j'ai un doute, mais qui oblige les entreprises à réaliser une comptabilité en triple capital, People, Planet, Profit, version comptabilité, c'est-à-dire effectivement une comptabilité financière, une comptabilité sociale et une comptabilité environnementale. C'est pas de l'ESG, ça va beaucoup plus loin. Ça consiste en fait à mettre en lumière, mais surtout à proportion égale, les trois comptabilités. La question après, c'est comment est-ce qu'on rémunère le philanthrope? Parce que vous avez fait cette comptabilité-là, mais vous n'êtes juste qu'obligé de la faire. Mais alors effectivement, peut-être que dans la première comptabilité, dans le premier tableau, il va apparaître que vous êtes bénéficiaire, et sur le deuxième, l'environnement, vous êtes fortement déficitaire. Mais comment est-ce qu'après la fiscalité vient précisément rémunérer philanthrope au sens où vous avez intérêt à faire remonter en valeur votre deuxième tableau. Et c'est là que derrière, il va falloir accompagner ça d'une fiscalité qui soit particulièrement incitative. Sur les récits, on en a donné quelques-uns, des récits, puisqu'on a parlé de la souveraineté. Je dirais presque, pardon de le dire, mais c'est presque plus important que le récit de l'écologie. Moi, je vais peut-être vous parler de façon un peu... Voilà, mais dans le secteur des batteries des voitures électriques, le recyclage pour des questions écologiques, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est d'abord avoir de la visibilité sur les approvisionnements, et ça, l'économie circulaire, ça le leur apporte. Donc s'il y a un mot qui les intéresse, à mon avis, c'est plutôt celui de la visibilité. Et à la rigueur, tant mieux, enfin tant pis et tant mieux, mais si c'est ce discours-là, alors effectivement, il faut le marteler pour pouvoir inciter à l'économie circulaire. Autonomie stratégique, visibilité sur l'approvisionnement, tout ça, c'est des mots qui ont été prononcés, qui sont puissants. Mais en fait, c'est là que, vous voyez, comment est-ce que le marché va être capable de valoriser cela? Aujourd'hui, si jamais j'ai une approche strictement comptable de la matière primaire versus la matière secondaire, je regarde combien me coûte l'une, combien me coûte l'autre, et puis mon choix est vite fait. Mais si dans ces récits, eh bien, je donne une valeur, et tout l'enjeu, c'est comment calculer cette valeur à cette logique d'autonomie, à cette logique de visibilité sur les approvisionnements, à cette logique de souveraineté, etc. Vous savez, les entreprises disent, moi, quand j'investis sur du long terme, en fait, à 7 ou 8 ans, je suis potentiellement rentabilisé sur des projets de long terme. Comment est-ce qu'on est capable de rationaliser ces récits-là de façon à pouvoir, dans la balance, faire peser aujourd'hui ce qui apparaît, ce qui est quelque chose de très théorique, mais qui concrètement peut être transformé dans les chiffres. Donc voilà, j'évoquerai simplement ce point-là. Merci. Un grand merci à tous les deux. Je pense que ça nous a permis de confirmer l'intuition, en tout cas chez Citeo, qui est celle qu'aujourd'hui, enjeux de souveraineté et d'approvisionnement doivent être pensés au regard de l'économie circulaire. Et je vous remercie encore à nouveau. Merci beaucoup pour l'invitation et pour la discussion aujourd'hui. Donc pour une entreprise comme Unilever, je ne sais pas si je dois présenter l'entreprise, mais vous êtes sûrement familier avec nos marques Knorr, Magnum pour les glaces, Dove, Axe, Cif et j'en passe. On est une entreprise où on n'a pas eu besoin de la législation pour s'engager sur le sujet des emballages, notamment sur la question du plastique avec des objectifs de contenu recyclé, des objectifs de réduction en termes absolus de notre consommation de plastique aussi. Donc, pour nous, le levier réglementaire n'a jamais été pour nous fixer des objectifs. On a toujours eu un engagement volontaire à ce niveau-là.
mais ça peut aider d'autres acteurs à engager le pas. Pour notre entreprise, une grande valeur ajoutée d'une réglementation, notamment à un niveau européen, c'est une question d'harmonisation. Aujourd'hui, on a vu dans le domaine de l'emballage une certaine fragmentation au niveau européen, je parle au niveau de différents États membres. La réglementation européenne qui a été mise sur la table en fin d'année dernière nous permet plus d'harmonisation, et qui dit plus d'harmonisation nous permet d'investir nos ressources humaines, financières, plutôt dans l'innovation ou la recherche et développement ou d'autres domaines que la mise en conformité réglementaire et l'adaptation à différents marchés européens. Puisque Unilever est une entreprise présente dans tous les pays européens, ça ne va pas vous surprendre, mais aussi dans presque 200 pays dans le monde, quasiment tous les pays du monde. Donc pour nous, ce système harmonisé au niveau européen représente une grande valeur ajoutée. Mais aussi, et je pense qu'on en a déjà parlé dans la discussion d'avant, la réglementation peut et doit donner un signal d'investissement clair aux entreprises qui cherchent à innover, qui cherchent à développer de nouvelles technologies, ou simplement à développer, et on y reviendra, je pense beaucoup, des capacités suffisantes pour une production en Europe. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Benjamin. Peut-être je vous propose de nous présenter Pixo et notamment l'historique en fait réglementaire qui a accompagné le développement de votre solution, qui est spécifique et qu'on retrouve plutôt à l'échelle nationale cette fois. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Donc, Pixo, c'est une entreprise que j'ai cofondée fin 2018, qui a pour but d'accompagner le secteur de la restauration dans sa transition des emballages jetables vers les emballages réutilisables. On a eu la surprise en 2019 de voir arriver une loi qui s'appelle la loi AGEC, qui est entrée en vigueur donc, au 1er janvier de cette année, qui interdit les emballages jetables pour toute restauration sur place dans le secteur de la restauration, ce qui impacte très peu les restaurants un peu classiques, on va dire, qui avaient de la céramique et de l'inox déjà dans leur cuisine, mais qui impacte beaucoup plus donc, les chaînes de restauration rapide pour qui le tout jetable était réservé. Donc Pixo, ce qu'on fait très rapidement, c'est qu'on est gestionnaire de parcs de contenants réutilisables pour le compte de nos clients. Chaque contenant réutilisable qu'on gère est tracé avec un QR code ou une puce RFID, ce qui nous permet de décharger les restaurateurs de la gestion des stocks de ces emballages réutilisables qui vont pouvoir se disperser tranquillement aux aléas des ventes à emporter, livraison à domicile ou des gens qui ont oublié de les ramener quand ils ont mangé sur place et d'inciter le consommateur à ramener justement son contenant pour assurer la circularité de l'emballage. Donc effectivement, la loi AGEC, pour nous, a été une surprise, une chance et elle a complètement dynamité le secteur. Le réemploi en France est beaucoup regardé à l'échelle mondiale. J'étais ce matin donc à Bruxelles pour discuter justement de la loi en question sur le réemploi qui est discuté à la Commission. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de regards qui sont vers la France en ce moment pour savoir comment ça se passe. Il y a eu une interdiction totale des emballages jetables sur un secteur entier quand même. C'est pas rien, c'est pas un pourcentage qu'on a réduit, c'est voilà, 2019, on dit en 2023 ça sera fini. Donc c'est assez intéressant de voir ce qui se passe, de voir que déjà les entreprises s'en sont sorties. Elles l'ont fait, même les plus grosses d'entre elles, ou pour lesquelles c'était particulièrement compliqué. Ça s'est pas fait simplement, beaucoup d'investissements de leur part, beaucoup de transformations très lourdes, il a fallu tout imaginer, c'est surtout pas fini. Il y a beaucoup de journalistes qui nous contactent, parce qu'on a eu la chance de travailler avec McDonald's sur cette transition, donc il y a beaucoup de journalistes qui nous contactent sur la question en disant mais et comment ça se passe, et où ça en est, et les taux de vol, de quel taux de vol on se parle, est-ce que c'est dramatique, etc. Ma réponse est surtout, c'est pas fini. Ça va se stabiliser, ça fait quelques mois qu'elle est sortie, la loi, c'est quand même relativement récent. Donc il y a beaucoup d'innovation qui a eu lieu pour les acteurs et eux-mêmes, donc McDonald's et les autres chaînes qui ont beaucoup investi dans le sujet, mais aussi pour les acteurs externes. Les acteurs externes comme nous, mais comme beaucoup d'acteurs, notamment du nettoyage, qui est une partie très importante du réemploi des emballages, qui ont pu aller chercher des financements, qui ont pu déployer leurs activités et commencer à mailler un petit peu le territoire en centre de lavage un petit peu partout, ce qui nous permet de plus en plus de dire à des chaînes qui nous disent « mais moi je veux bien faire du réemploi, c'est top, mais même sur la vente emportée, si vous voulez, je veux bien l'essayer, mais je ne peux pas les nettoyer ». Et c'était vrai il y a 3 ans. Maintenant, c'est plus vrai. On a une réponse et à chaque fois, quel que soit le territoire, on est capable de leur dire « bah si, en fait, je connais un centre de lavage qui s'est ouvert juste à cet endroit-là ». Et ça a été permis indirectement par la loi. Donc, ça a été une chance. Maintenant, tout se joue à Bruxelles. Bon, la loi AGEC, c'est pas fini, en plein d'étapes. Notamment, 10% de tous les emballages doivent être réemployés en 2027. Donc, ça concerne du coup maintenant la vente emportée et la livraison à domicile.
Donc l'évolution n'est pas terminée, on continue à travailler avec nos clients là-dessus. Mais il y a beaucoup de choses effectivement qui se jouent à Bruxelles pour uniformiser un petit peu les solutions, mais aussi les investissements pour ces grandes enseignes, hein, comme Unilever aussi, qu'elles puissent, comme on le disait juste dans l'échange d'avant, se projeter un petit peu mieux et anticiper ces investissements parce que par contre, je le répète, c'est des investissements qui sont conséquents. Valentin, on vient d'entendre donc deux acteurs économiques nous donner leur vision de cette réglementation, un point de départ volontaire, structuré, avec des signaux envoyés du côté d'Unilever, peut-être un vrai accélérateur et un vrai changement, bousculement d'un marché et d'un secteur entier du côté de Pixo. Pour Citeo et au quotidien, pour les équipes notamment en matière d'accompagnement à l'éco-conception et au réemploi, le levier réglementaire, on le positionne comment? Comment est-ce qu'on l'utilise dans cet accompagnement? Je pense que le levier réglementaire, il peut intervenir à deux niveaux en fait. Au début, on l'a entendu pour fixer cette vision long terme, avec ce besoin de stabilité, de cohérence, mais montrer la voie. Ensuite, je pense que c'est aux acteurs, et à Citeo notamment, de venir intégrer l'ensemble de l'écosystème pour travailler à des solutions concrètes. Donc, via de la R&D, via de l'accompagnement des entreprises pour réussir à basculer sur les solutions qui seraient les plus pertinentes. Et puis, Jean en a parlé tout à l'heure, de l'écomodulation, de l'aide en fait financière, de l'incitation pour basculer sur les solutions. Et je pense qu'il y a un dernier pan sur lequel la loi peut être importante, c'est quand on a identifié toutes les solutions et que finalement on voit qu'il n'y a pas de basculement de marché. Pourquoi il n'y a pas de basculement de marché? Ça peut être financier, hein, on l'a dit, le prix de la matière première par exemple recyclée qui va être 2 fois plus cher que le vierge, ça peut être un frein évidemment. Et ça peut être aussi par crainte en fait des acteurs. C'est-à-dire quand on travaille dans l'éco-conception comme on le fait au quotidien, des changements de pack, d'emballage, il y a toujours une peur, et d'ailleurs parfois qui se vérifie sur le marché, qu'en fait les solutions ne soient pas acceptées par les consommateurs. Le fait là de mettre de la réglementation permet de mettre en fait tout le monde sur le même pied d'égalité, et donc de ne pas avoir ce risque quelque part de perte de part de marché par rapport à une concurrence qui ne ferait pas la même chose. Mais il faut que ce soit évidemment bien fait, bien maîtrisé, et en cohérence avec les risques derrière de substitution qui pourraient être peut-être non souhaités. Je vais reposer à nouveau une question que j'ai posée à Guillaume et Jean tout à l'heure, peut-être Stéphanie. On l'a dit, des objectifs chiffrés, une vision. Est-ce qu'on peut aller au-delà? Est-ce que la réglementation doit et peut aller au-delà des seuls objectifs? Et pour une entreprise comme Unilever, ce serait quoi les attentes, les nouveaux signaux envoyés par le levier réglementaire au niveau européen? Alors effectivement, l'Union européenne est très friande d'objectifs chiffrés. Hein. Souvent la législation européenne fonctionne avec une obligation de résultat, mais pas forcément une obligation de moyens. Elle ne regarde pas forcément comment on peut y arriver. Alors on peut parler de qu'est-ce qui se passe si on n'y arrive pas, mais la question fondamentale aujourd'hui, c'est comment on y arrive. Donc aujourd'hui, sur la réglementation sur les emballages et déchets d'emballage, chaque producteur, marque, a une obligation de contenu recyclé. Mais l'écosystème de l'économie circulaire est bien plus large que les producteurs et les marques, et on le voit très bien aujourd'hui, et on en a déjà parlé. Donc faire peser l'obligation seulement sur ces acteurs sans mettre en place les incitations, les leviers tout au long de cet écosystème et de cette chaîne de valeur, pour nous, c'est un problème, ou en tout cas c'est une question qui se pose. Est-ce qu'on va arriver à avoir les moyens de notre ambition? La proposition aujourd'hui est très ambitieuse. En tant qu'Unilever, on soutient fortement cette ambition, mais on estime que certains sujets, notamment la question des moyens, n'est pas vraiment abordée et pourrait davantage l'être. Et je vais prendre un exemple pour faire écho à la discussion d'avant. On parlait d'accès à la matière. Est-ce qu'on a suffisamment de plastique recyclé? Je parle beaucoup du plastique forcément parce que c'est le centre de la proposition législative. Est-ce qu'on a accès à suffisamment de plastique recyclé aujourd'hui en Europe? Et pas seulement la quantité, mais aussi sa qualité. Et c'est un point qu'on n'a pas encore tout à fait touché dans la discussion d'avant. Aujourd'hui, quand on veut mettre du plastique recyclé dans une boîte de flacon de mayonnaise, on parlait de mayonnaise un peu plus tôt, quand on veut mettre du plastique recyclé dans votre emballage de glace de Magnum ou dans votre bouteille de shampoing, il faut une certaine qualité de ce plastique, et une qualité très élevée. Et aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir accès à cette qualité de plastique recyclé. Et on ne voit pas vraiment dans la législation les signaux pour nous permettre d'avoir en Europe la quantité et la qualité nécessaire. Il y a vraiment deux variables ensemble qu'on peut difficilement dissocier. Et quelque chose qui pour nous, en tant qu'Unilever, serait vraiment important,
c'est un signal clair et fort sur la reconnaissance de certaines technologies, comme le recyclage chimique, qui peuvent permettre d'atteindre cette qualité. Pour certains types de plastique, seul le recyclage chimique nous permet d'atteindre la qualité nécessaire pour des applications de contact alimentaire. Donc pour nous, c'est un signal manquant qui est très très important pour pouvoir combler le fossé qu'on voit déjà aujourd'hui en termes de retard vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis des États-Unis, qui ont mis en place des investissements forts dans la création d'usines et de capacités dans leur pays pour produire du plastique recyclé chimiquement. Donc on n'a pas en Europe. On voit beaucoup de projets aujourd'hui en pause ou qui attendent d'avoir ce signal parce que ce sont des investissements effectivement importants. Donc pour nous, c'est vraiment un élément en plus de l'aspect objectif chiffré. Et je reviendrai sur ce qui a été dit sur un aspect un aspect économique, offre et demande. C'est pas seulement une question d'aller chercher le vierge en Chine et le recycler en Europe, parce que même juste en Europe, pour Unilever, on trouve que c'est plutôt dans notre intérêt de se fournir au plus près de nos consommateurs. Même en Europe, la différence de prix est importante. On parle de 15 à 100% de différence selon les technologies justement de recyclage utilisées. C'est une différence qui peut être significative. Et c'est vrai que si on augmente la demande par des obligations chiffrées réglementaires, mais qu'on ne fait rien pour encourager l'offre, ce déséquilibre économique va se maintenir, et on va se retrouver dans une situation de dépendance vis-à-vis d'autres régions ou d'autres pays du monde qui auront fait les investissements qu'on n'aura peut-être pas fait. Merci beaucoup. On vient d'évoquer le volet peut-être recyclabilité, objectif d'incorporation de matières recyclées de ce projet donc de règlement emballage et déchets d'emballage en discussion depuis le 30 novembre du côté de la Commission européenne. Il y a aussi des dispositions qui ont attrait au réemploi. Vous m'en avez parlé. Comment est-ce que vous les identifiez? Est-ce que justement elle propose ces moyens? Est-ce qu'elle a une vision moyen au-delà des visions objectives? Alors, déjà c'est très discuté. Donc je ne sais pas exactement comment ça va atterrir, et surtout que là, il y a une petite montée des lobbies sur cette loi, donc je ne sais pas exactement comment ça va se stabiliser. Mais nous, c'est ce qu'on demande, oui, qui est un alignement de moyens. En fait, le sujet, c'est est-ce que le réemploi va coûter plus cher, in fine, que le jetable demain? Alors déjà aujourd'hui, mais aussi demain. Aujourd'hui, ce que nous on constate, c'est que sur les restaurateurs qui ont des petits volumes, donc le restaurateur du coin qui veut faire de la vente emportée en réemploi, on arrive à être compétitif avec le jetable. C'est récent, hein, c'est grâce à l'inflation que le jetable a vraiment pris beaucoup plus en coût que le réutilisable, pour une raison simple, c'est qu'en fait, paradoxalement, il y a eu, je crois, c'est 15% d'augmentation de prix sur les emballages jetables de nos restaurateurs, et à peu près la même chose sur les emballages réutilisables. Sauf que nous, les emballages réutilisables, on les amortit sur 100 cycles. Donc en fait, cette augmentation de prix, elle nous impute pas tellement. Ce qui compte surtout, c'est le coût du cycle en entier. Et dedans, ce qui va coûter plutôt cher, c'est le nettoyage. Et le nettoyage, pas tellement de prix d'augmentation de prix. Donc c'est assez intéressant sur ce point-là. Donc aujourd'hui, sur les petits restaurateurs, on arrive à être compétitif. Sur les grands, comme les grandes chaînes, c'est plus compliqué. Elles ont des emballages qui sont standardisés à l'échelle mondiale. Elles ont un pouvoir d'achat du coup sur ces emballages qui se répercute à l'échelle mondiale, donc c'est très dur d'être compétitif. Maintenant la question c'est, aujourd'hui si ça ne l'est pas, est-ce que demain ça le sera? Est-ce que justement, parce qu'il va y avoir des régulations qui vont empêcher l'importation de matières à faible coût de l'étranger, du coup sur le territoire national on va être plus compétitif que le jetable. Est-ce que juste l'inflation globale et le manque de ces matières premières va finir par rattraper le coût du réemploi? Pour l'instant, c'est pas vraiment une réponse qu'on a. Mais ce qui est sûr, c'est que si on arrive à inciter de l'autre côté les comportements vertueux, notamment par une taxation, une TVA incitative, on peut éviter le pire du pire que surtout on a envie d'éviter, c'est que ce surcoût du réemploi se répercute sur le consommateur final. Là, c'est ce qui peut arriver. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais ça peut arriver. Aujourd'hui, l'inflation est massive, donc de toute façon, ce serait complètement noyé dans tellement d'augmentation de prix. Mais c'est surtout ce qu'on veut éviter. Au moins dans une phase de transition, le temps que les habitudes évoluent un petit peu. Mais effectivement, on milite pour qu'il y ait une TVA incitative, qu'il y ait des investissements dans l'infrastructure du réemploi également, pour soutenir ce développement. Comme l'exemple que je prends souvent, c'est qu'il n'y a pas de raison que l'infrastructure du réemploi soit différente dans son évolution que celle qu'il y a eu pour le recyclage. Le recyclage a été massivement soutenu.
dans son développement et nécessite une infrastructure monstrueuse pour fonctionner, le réemploi c'est pareil, une grosse infrastructure, il faut que ce soit soutenu de la même façon. Les circuits sont à peu près similaires finalement. On parle de vraiment récupérer un emballage, au lieu de le trier et de le recycler, on le nettoie et on le remet en circulation. Donc il faut que ce soit soutenu de la même façon, avec les mêmes programmes. L'avantage en plus qu'on a avec le réemploi, c'est qu'on a bien appris sur comment il faut bien faire avec le recyclage, donc on est peut-être capable de faire mieux. Merci beaucoup. Donc Valentin, on a entendu du côté de ce projet de règlement, en effet, qui est encore en discussion, qui a devant lui quasi 1 an et demi de discussion. On a des besoins du côté du secteur sur un accès à une matière en quantité et qualité, on l'a entendu, suffisante. On a des enjeux de structuration d'activités de réemploi, de traçabilité aussi. Qu'est-ce que Citeo identifie, peut-être aussi du côté de l'harmonisation abordée par Unilever? Qu'est-ce que Citeo identifie sur ce projet de règlement comme perspective? Oui, alors évidemment, l'harmonisation, on l'a dit, c'est qu'il faut que les règles soient les mêmes pour apporter cette stabilité, cette visibilité, cette lisibilité sur le long terme, notamment pour pouvoir investir. Et c'est tout l'intérêt, je pense, de ce règlement, du coup, donc PPWR, c'est de pouvoir essayer d'harmoniser des pratiques qui ont déjà commencé. Donc on a parlé de la loi AGEC, mais il y a à peu près son équivalent également en Espagne qui s'est créé. S'assurer en fait d'avoir à peu près la même vision, les mêmes typologies d'objectifs pour apporter cette visibilité. Maintenant, il faut aussi faire attention à différents niveaux, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir une vision commune et des objectifs communs et harmonisés. En revanche, il y a quand même encore des situations, et je pense que ce sera le cas, on le voit sur le réemploi par exemple, qui vont être quand même des situations locales où on va avoir des cas de figure qui ne vont concerner qu'un pays. On l'a par exemple sur des éléments de consommation. En France, on va consommer par exemple du lait dans des bouteilles en PET opaque. Donc il faut pas non plus que l'Europe vienne empêcher, on va dire, des innovations qui auraient tout à fait un sens d'un point de vue national, tant que ça ne gêne pas, encore une fois, ce qui se passe au niveau global européen. Voilà. C'est là où il va falloir cette vigilance. Et puis de manière générale, je pense qu'il y a aussi un besoin de cohérence entre différentes filières, parce que là on parle beaucoup de l'emballage. Nous on vient de se rendre compte là très récemment en France, donc on parlait pour tirer peut-être le fil rouge de la matière première recyclée. On a donc, Jean en a parlé, on a des écomodulations qui permettent d'inciter à intégrer de la matière recyclée dans les emballages, ce qui est très bien, parce qu'on voit en tout cas que ça marche, ça a son effet, puisque de plus en plus d'emballages intègrent du recyclé. En revanche, on vient de voir qu'il y a à peu près le même système qui est en train de se créer dans d'autres filières, comme les textiles par exemple, mais où l'incitation va être encore plus élevée. Et là, en fait, on vient recréer un problème sur le problème, c'est-à-dire qu'on vient en fait inciter à une espèce de course comme ça à l'inflation sur la matière recyclée, puisque du coup, une bouteille ne va jamais avoir les moyens d'être finalement plus compétitif qu'un textile au moment d'acheter de la matière recyclée. Et donc, il faut absolument s'assurer en fait de la cohérence même de différentes réglementations qui peuvent être faites par des personnes complètement différentes, que ce soit au sein de la Commission européenne, que ce soit au sein des différents pouvoirs publics et gouvernements de tous les pays européens. On aborde en fait ici un peu l'enjeu des conflits d'usage sur cette matière première recyclée, notamment dans le secteur des emballages, donc on en connaît entre l'emballage et le textile. Peut-être sur les enjeux d'approvisionnement pour les entreprises à l'échelle européenne, est-ce que le contexte actuel a déjà produit ses effets? Quels sont du côté des emballages les signaux, ou même plus que les signaux, les tendances que vous observez côté Unilever? Je vais peut-être aussi réagir à ce qui a été dit, parce que je pense que la question de la concurrence entre secteurs et de structures de business fondamentalement différentes en termes économiques et de capacité à acheter certaines matières est très importante. Et c'est vrai que la concurrence du secteur textile, par exemple, vis-à-vis de l'emballage est une vraie question. L'Union européenne régule aussi le textile au moment où on parle, donc c'est vrai que tout à fait en soutien de cette cohérence. Je sais qu'il y a eu aussi la mention d'une question d'accès prioritaire, avec l'équilibre délicat à trouver entre s'attaquer à un possible déséquilibre du marché sans en créer de nouveau. Et je pense que là, c'est vrai que la réglementation a un rôle à jouer, mais doit aussi y aller progressivement et être prête à corriger si jamais des effets néfastes étaient détectés. Sur la question du réemploi, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi quelque chose qu'on regarde beaucoup en tant qu'Unilever, et la réglementation ne touche pas vraiment notre secteur pour l'instant au niveau européen, mais en France, c'est déjà le cas. Ce qu'on regarde aussi, c'est l'importance du rôle du consommateur et le changement de ses habitudes. Et les nombreux projets pilotes qu'on a menés en Europe et dans le monde nous montrent que
ce qui marche le mieux, c'est ce qui est le moins disruptif pour les habitudes de consommation, pour emmener le consommateur pas à pas vers un nouveau modèle. Et c'est pour ça que aller remplir son flacon de lessive dans le magasin ou avoir un système concentré à la maison où on rajoute simplement de l'eau dans sa bouteille de lessive, c'est deux modèles très différents et un est beaucoup moins disruptif et beaucoup plus proche des habitudes actuelles de consommation et peut nous permettre d'emmener le consommateur avec nous. Donc c'est aussi un facteur important. Pour revenir à ta question sur les questions d'approvisionnement, c'est un sujet assez fort aujourd'hui dans un contexte aussi géopolitique global qui a créé de fortes tensions avec la guerre en Ukraine et comme on expliquait avant, la montée de certaines régions comme la Chine ou en Asie qui ont une forte capacité à fournir certaines matières premières. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la proposition européenne, le plastique n'est pas mentionné, par exemple. Alors qu'on sait très bien qu'on peut arriver à un moment à des tensions avec une demande qui augmente, mais une capacité en Europe qui n'est pas là. Donc ça reste une vraie question d'offre et de la demande, et c'est pas seulement, comme on en revient avant, des objectifs chiffrés et une incitation à la demande qu'on va résoudre la partie de l'offre. Donc il y a clairement des incitations à apporter sur ce domaine. Est-ce que c'est seulement le rôle de la législation? Difficile à dire, il y a de nombreux facteurs dans ça. Mais pour revenir aussi à ce que je disais au début sur l'écosystème de l'économie circulaire, aujourd'hui on a des objectifs chiffrés pour le contenu recyclé. On n'a pas d'objectif de collecte, par exemple. Donc c'est aussi un élément à chaque étape de la chaîne de valeur. Et voilà, je le mets sur la table. Mais c'est quelque chose qu'il faudrait regarder. Et je sais que plusieurs acteurs à Bruxelles, en tout cas, commencent à émettre l'idée pour aider à chaque étape. Sinon, si on se concentre seulement à la fin, effectivement, les risques de problèmes d'approvisionnement sont plus grands. Est-ce que ça appelle des réactions de votre part? Oui, sur la partie consommateur, forcément. Ce qui est sûr, c'est que non, le consommateur n'est pas prêt dans sa grande majorité au réemploi. On le voit dans ce qui se passe aussi avec AGEC. C'est assez visible. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Il y a ce constat, le consommateur n'est pas prêt, so what? Est-ce qu'on abandonne le réemploi? Le consommateur n'est pas prêt. Je pense qu'il y a plein d'analogies qu'on peut faire là-dessus, notamment une qui est un peu plus aboutie que le réemploi, c'est peut-être le vélo. Le vélo à Paris. Quand on a décidé de mettre en place des pistes cyclables à Paris, il n'y avait pas tellement de vélos qui circulaient à Paris. Mais parce qu'on a mis les pistes cyclables, les vélos sont apparus. Sur la recyclabilité, c'est un peu le même sujet. On n'a pas attendu de savoir et de faire des questionnaires aux consommateurs pour savoir s'ils avaient envie de recycler leurs emballages et s'ils étaient prêts à les amener dans des points d'apport volontaires pour mettre en place les points d'apport volontaires qui étaient une des premières étapes du circuit consommateur pour le recyclage. Donc, je pense qu'il faut y aller par étapes. La loi AGEC a mis un gros coup dans la fourmilière, mais je pense qu'il faut continuer avec des étapes qui sont restrictives, qui poussent le consommateur effectivement à faire des circuits, même s'il faut les accompagner et qu'ils soient les plus inclusifs possibles effectivement dans leur parcours existant. Donc il ne faut pas que ce soit complètement disruptif et qu'ils rentrent dans un restaurant et puis en fait ils ne comprennent plus rien à ce qui se passe pour manger son repas alors qu'ils voulaient juste manger à la base. Donc c'est sûr qu'il faut y aller étape par étape. Mais en revanche, il faut faire ces étapes-là. Et petit à petit, je pense que le consommateur, à coup de renfort en communication et d'aide aussi de l'État sur ces sujets-là, et de Citeo, qui a très bien communiqué sur le recyclage, je suis sûr qu'ils feront pareil sur le réemploi, vont accompagner le consommateur dans ce cheminement. Et petit à petit, on va passer du point d'apport volontaire, où c'est un effort dingue quand même d'amener tous ces emballages jetables dans un point d'apport qui n'était pas à domicile. Il fallait se déplacer, aller dans la rue, amener ces emballages, c'était pas partout. Et c'est à cette condition-là que c'était collecté, recyclé. Les taux n'étaient pas dingues, je crois, de recyclage à cette époque-là. Mais parce qu'on a fait cette étape, après, on a pu passer à l'étape suivante, qui était de mettre des bacs à domicile. Et là, c'était un petit peu plus facile. On n'est toujours pas à 100% de recyclage, mais petit à petit, on y arrive. Et donc, je pense que c'est à peu près les mêmes cheminements qu'il faut avoir. Il faut que des acteurs comme nous travaillent à faire en sorte que, sur des innovations pour accompagner les acteurs comme vous, pour que ça soit le moins disruptif possible en termes de parcours consommateur. Mais de l'autre côté, qu'il y ait des mesures assez restrictives pour qu'on soit obligé d'y aller en quelque sorte. Valentin, un mot de la fin peut-être? Oui, je pense que c'est exactement ça. Et
Et ça a été dit aussi tout à l'heure, il y a ce besoin en fait de mutualisation et de mettre autour de la table tous les acteurs. Et je pense que nous, c'est le rôle qu'on aimerait jouer en tout cas et qu'on espère jouer d'ailleurs au moins un petit peu, qui est ce rôle de plateforme, de regrouper en fait tout le monde autour d'une problématique. Le parallèle a été fait avec le recyclage, évidemment qu'il faut le faire aussi sur le réemploi. Donc oui, j'espère qu'on communiquera aussi bien sur le réemploi que sur le recyclage. Mais j'aimerais aussi qu'on ne mette pas 30 ans à avoir les performances qu'on a aujourd'hui sur le recyclage. Et donc qu'on arrive à être un peu plus, encore plus efficace et pertinent sur ce sujet-là. Donc oui, évidemment. Et la réglementation peut donc aider là-dedans, mais en intégrant justement ces réflexions des acteurs. En fait, je pense que c'est vraiment ce rôle de plateforme et d'échange multi-acteurs qui ressort. C'est qu'il ne faut pas que les gens fassent des choses tout seuls dans leur coin. Que ce soit là, c'est vrai pour les réglementations. C'est vrai ensuite pour tous les développements de technologies, de R&D, de solutions innovantes, de parcours consommateurs. Et voilà, nous on est là pour agréger en fait toutes ces énergies, ces motivations, et on espère qu'on y arrivera. Un grand merci à tous les trois. Je pense qu'en conclusion et en vous écoutant, en 2023, on ne serait sûrement pas là où nous en sommes si on n'avait pas eu des grandes étapes, des grands marqueurs en effet liés à cette réglementation. On le voit, on doit aller plus loin que le réflexe des seuls objectifs. On a encore des signaux à transmettre au marché, un accompagnement consommateur aussi évidemment à consolider, et une bonne communication sur l'ensemble de ces sujets. Donc un grand merci à tous les trois, un grand merci à vous pour votre écoute et votre attention. Merci.